Je suis morte dans les flammes voraces du manoir de Bellevue, mon propre frère verrouillant la porte derrière moi tandis que les hurlements de ma sœur cadette se noyaient dans le crépitement du bois ancien. Le feu, qu'il avait allumé soi-disant pour nettoyer les traces, m'a dévorée vivante, mes poumons emplis de fumée âcre et de regrets amers trahis pour un héritage maudit, un manoir que notre père avait légué à nous trois, mais que Lucien convoitait comme un loup sa proie. Et pourtant, au cœur de cette agonie, alors que ma peau fondait et que mes yeux se voilaient de noir, j'ai vu clair, ce n'était pas un accident, mais un meurtre calculé, ourdi dans l'ombre des caves familiales où gisaient les secrets que papa avait emportés dans sa tombe. Quand j'ai rouvert les yeux, ce n'était pas au paradis ni en enfer, mais dans le lit défait de mon appartement parisien, le soleil filtrant à travers les voilages de la rue de Rivoli, datant du 15 juin 2018 3 ans avant ma mort, à l'aube de mes 25 ans. Mon cœur battait la chamade, non de peur, mais d'une fureur renaissance, je sentais encore l'odeur de chair brûlée sur ma langue, et dans le miroir craquelé de la salle de bain, mon reflet me fixait, Héloïse de Montfort, l'héritière naïve, la sœur loyale, revenue d'entre les morts pour réécrire le destin. Cette fois, je ne supplierai pas, je ne pardonnerai pas, je deviendrai le poison lent qui rongerait les fondations de leur empire illégitime. Paris s'étalait sous mes fenêtres comme une toile vierge, imprégnée de son arrogance éternelle, les klaxons des taxis jaunes sur les Champs-Élysées, l'odeur de croissants chauds montant des boulangeries, et au loin, la Seine coulant indolente, indifférente au drame qui se noue dans ses berges. J'avais fui le manoir familial en Normandie l'année précédente, après la mort soudaine de papa, un infarctus qu'on m'avait vendu comme inévitable, mais que je savais maintenant empoisonné par les mains gantées de Lucien. Mon frère aîné, le golden boy de la famille, avec son sourire carnassier et ses costumes sur mesure de chez Dior, avait toujours été le préféré, l'avocat brillant, le séducteur des salons parisiens, celui qui murmurait à l'oreille de maman des mensonges sucrés pour la manipuler comme une marionnette. Moi, j'étais l'artiste raté, la rêveuse qui peignait des toiles sombres dans l'atelier du grenier, et Claire, notre petite sœur de 18 ans à l'époque, l'innocente qui idolâtrait Lucien comme un dieu. Les premiers jours de cette seconde vie furent un tourbillon de nausées et de visions, des flashs de ma mort, de Claire suppliant à travers la porte verrouillée, de Lucien riant au téléphone avec son complice, un notaire corrompu nommé Duval, tandis que les pompiers éteignaient les braises de ce qui fut notre berceau. J'ai vomi dans l'évier de porcelaine ébréché, mes mains tremblant sur le rebord, et juré sur les cendres de mon ancienne existence, ils paieraient. Tous. Mais la vengeance, en France, n'est pas un cri primal, c'est un ballet macabre, une valse de murmures et de coups de poignard dans le dos, imprégné de ce cynisme gaulois qui fait de nos drames des opéras bouffons et tragiques à la fois. Je commençai par me réapproprier les fragments du passé. Le matin même, j'appelai Claire sa voix juvénile, encore imprégnée de cette naïveté que le feu lui avait arrachée dans ma timeline précédente, résonna comme un poignard dans mon cœur. « Héloïse ? Tu as l'air bizarre. Papa nous manque tant. Oh, ma petite sœur, si tu savais. » Nous nous vîmes au café de Flore, ce bastion des intellectuels existentiels où Sartre avait jadis disséqué l'absurde. Assise à une table en marbre taché de café, sous le regard indifférent des serveurs en veston noir, je la scrutais, ses cheveux châtains en cascade, ses yeux verts hérités de maman, et cette cicatrice naissante sur son poignet d'une chute accidentelle que Lucien avait orchestrée pour la discréditer plus tard. « Claire, écoute-moi bien, dis-je, ma voix un filet de soie tendu sur un rasoir. Lucien n'est pas ce qu'il semble. Il complote pour nous voler le manoir. Et papa. Papa n'est pas mort de lui-même. » Ses yeux s'écarquillèrent, un mélange de peur et d'incrédulité. « Qu'est-ce que tu racontes ? Lucien est notre frère. Il nous protège. » « Protège ?» J'eus envie de rire, un rire hystérique qui aurait fait fuir les pigeons de Saint-Germain. Au lieu de cela, je sortis de mon sac une photo jaunie, papa, Lucien et moi, enfants, devant le manoir, avec ses tourelles gothiques dominant les falaises de craie normande. Regarde les ombres, Claire. Regarde comment Lucien tient déjà la clé comme un trophée. C'était un mensonge piégé dans une vérité ou une photo anodine, mais que j'avais altéré dans mon esprit vengeur. Elle hésita, mordillant sa lèvre, et je vis la graine de doute germer. Parfait. La première fissure dans leur muraille. Les semaines suivantes furent une danse délicate sur le fil du rasoir. Je m'infiltrai dans les cercles de Lucien, ces soirées mondaines où Paris se déshabille de ses faux-semblants, cocktails au Plaza Athénée, dîner chez des banquiers véreux dans les hôtels particuliers du 16e arrondissement. J'adoptais une nouvelle peau, non plus l'artiste bohème, mais l'Héloïse sophistiquée, en robe lanvin cintrée qui soulignait mes courbes comme une arme, mes cheveux relevés en chignon sévère, et un rouge à lèvres carmin qui hurlait le danger. Lucien me remarqua lors d'une réception chez le notaire Duval,
sera grassouillée aux lunettes cerclées d'or, qui transpirait l'avidité sous son col amidonné. Sœur chérie, roucoula-t-il en m'embrassant les joues, son haleine imprégnée de cognac millésimé. Tu as changé. Plus. Parisienne. Ses yeux glissèrent sur moi comme une caresse possessive, et je réprimai l'envie de lui arracher la gorge avec mes ongles. À la place, je souris, un sourire de sphinx, et glissai, « Et toi, Lucien, tu sembles fatigué. Ces affaires d'héritage te pèsent-elles » Il tressaillit imperceptiblement, mais se reprit, me servant un verre de champagne d'homme Pérignon. Rien que je ne puisse gérer. Pour le bien de la famille, bien sûr. Ce soir-là, seul dans mon appartement, je fouillais les dossiers que j'avais volés dans le bureau de Duval, un art que j'avais perfectionné dans ma vie antérieure, quand j'étais encore trop confiante pour soupçonner. Les papiers jaunis révélèrent le premier fil de l'araignée, un testament falsifié, daté d'une semaine avant la mort de papa, où Lucien était nommé unique héritier, avec une clause obscure sur dette familiale secrète. Dette ? Papa n'en avait aucune, il était un collectionneur d'art discret, un veuf mélancolique qui avait élevé ses enfants dans l'ombre bienveillante du manoir. Mais il y avait plus, une lettre scellée, adressée à moi, que Lucien avait interceptée. Je l'ouvris d'une main tremblante, « Ma chère Héloïse, si tu lis ceci, c'est que le poison a triomphé. Lucien n'est pas mon fils. Il est le fruit d'une erreur de jeunesse, un bâtard que j'ai légitimé par pitié. Protège Claire. Le manoir est à vous deux. » Le monde vacilla. Pas son fils ? Lucien, avec ses traits si semblables aux nôtres au nom, maintenant je voyais, les yeux trop froids, le nez aquilin hérité d'une maîtresse inconnue. Papa avait su, et payé de sa vie pour ce secret. La trahison n'était pas seulement cupide, elle était viscérale, un parricide masqué en accident. Des larmes de rage coulèrent sur mes joues, mais je les essuyai d'un revers de main. Ce secret serait mon arme, forgée dans le feu de ma résurrection. Claire vint me voir le lendemain, les yeux rougis par une nuit d'insomnie. J'ai fouillé dans les affaires de Lucien. Il y a des emails. Avec Duval. Il parle d'un nettoyage final après la mort de papa. Sa voix se brisa, et je l'étreignis, sentant son corps frêle trembler contre le mien. Nous allons les détruire, Claire. Mais pas avec des cris ou des procès où ces chiens de garde de la loi protègent les leurs. Non, nous utiliserons leurs vices contre eux. Elle hocha la tête, une lueur farouche dans ses yeux, et pour la première fois, je vis en elle la sœur que le feu avait forgée en guerrière. Mon plan se cristallisa lors d'une promenade solitaire le long de la Seine, sous un ciel d'octobre plombé de nuages. Paris, ma complice muette, murmurait ses encouragements dans le vent, les ponts voûtés comme des arches de cathédrale, les bouquinistes alignant leurs trésors jaunis comme des ossements d'histoires oubliées. Je contacterai des alliés improbables, un détective privé, ancien flic déchu du 36 quai des Orfèvres, qui haïssait Duval pour une affaire classée, une journaliste de Libération, une féministe acérée qui reniflerait le scandale comme un loup la chair fraîche. Et pour Lucien, personnellement ? Une séduction empoisonnée, un lit où je planterais les graines de sa chute. La première décision controversée vint vite, infiltrer la vie de Lucien en tant qu'amante. L'idée me révulsa, son corps contre le mien, ses mains sur ma peau comme des chaînes rouillées. Mais la vengeance française est ainsi, un sacrifice aristocratique, un duel où l'on verse son sang pour l'honneur souillé. Fais-le pour papa, me murmurai-je en composant son numéro, ma voix feignant l'ivresse d'un dîner arrosé. Viens me voir ce soir, frère. J'ai besoin de toi. Il arriva à minuit, les yeux brillants d'une faim que je connaissais trop bien. Tandis qu'il me plaquait contre le mur, ses lèvres avides sur les miennes, je fermai les yeux et revis les flammes. Bientôt, ce serait son tour de brûler. Les nuits avec Lucien devinrent un théâtre de l'absurde, une mascarade où je jouais la sorcière consentante, tissant ma toile autour de son ego hypertrophié. Paris, cette grande prostituée aux lumières tamisées, nous enveloppait de son manteau complice, dîner aux chandelles autour d'argent, où le canard pressé coulait comme du sang sur nos assiettes de faïence, promenade nocturne dans le marais, ces ruelles pavées résonnant de nos rires forcés, tandis que les chats errants nous observaient de leurs yeux luisants. Il me confiait tout, ce fou, croyant me posséder corps et âme, les détails sordides de sa fraude, les pots de vin versés à Duval pour falsifier les actes notariés, les menaces voilées envoyées à Claire pour la forcer à signer une renonciation à l'héritage. « Tu es à moi maintenant, Héloïse, murmurait-il un soir, sa main glissant sous ma robe comme un serpent dans l'Éden. Le manoir sera nôtre. Claire ? Elle n'est qu'une gamine hystérique. Je riais, un rire de gorge qui masquait mon dégoût, et l'attirais plus près, mes ongles s'enfonçant dans son dos comme des cerfs. Dans ces moments,
je collectais un enregistrement vocal sur mon téléphone dissimulé, sa voix pâteuse avouant le sabotage de la voiture de papa, une photo volée de son coffre-fort, révélant des lettres d'amour passionnées à une maîtresse, une actrice déchue qui servait de couverture à ses alibis. Chaque confidence était un clou dans son cercueil, et je les rangeais dans un dossier numérique chiffré, baptisé Ashes en mémoire de ma faim ardente. Claire, de son côté, se muait en espionne zélée. Nous nous retrouvions dans des cafés anonymes du 13e arrondissement, loin des regards parisiens, où l'odeur d'épices du marché d'Aligre masquait nos murmures. J'ai intercepté un appel, me dit-elle un après-midi pluvieux, ses doigts tremblants serrant un café serré. Lucien et Duval parlent d'un « assurance incendie » sur le manoir. Ils prévoient de le libérer après notre disparition. Sa voix se cassa sur le mot, et je vis l'ombre de notre mort passer dans ses yeux. Pas cette fois, répondis-je, posant ma main sur la sienne. Nous allons les faire imploser de l'intérieur. Appelle le détective, dis-lui que nous avons de quoi le faire chanter. Henri Moreau, le privé, était un reliquat des années Mitterrand, visage buriné par le vin rouge et les nuits blanches, un imperméable jauni qui puait le tabac froid. Nous le rencontrâmes dans un bistrot crasseux près de la Bastille, où les murs suintaient d'humidité et de souvenirs de révolutions avortées. Duval ? Ce porc m'a coûté ma plaque, grogna-t-il en sirotant un pastis trouble. Donnez-moi les preuves, et je creuse. Je lui tendis une clé USB et les enregistrements, les faux et il plissa les yeux. C'est du lourd, mademoiselle de Montfort. Mais attention, en France, la justice est une putain qui se vend au plus offrant. Vous jouez avec le feu. Il avait raison. Ma deuxième décision controversée surgit comme un coup de tonnerre, falsifier des preuves contre Duval pour accélérer sa chute, en plantant un faux email liant le notaire à un réseau de blanchiment d'argent via des galeries d'art, un écho pervers à mes propres passions picturales. Était-ce moral ? Non, mais la morale est un luxe pour les vivants, les ressuscités n'ont que la justice des ombres. Claire s'y opposa farouchement, Héloïse, si on descend à leur niveau, on n'est pas mieux qu'eux. Ces mots me transpercèrent, me rappelant la pureté qu'elle avait perdue dans les flammes. Peut-être, concédai-je, mais le manoir est plus qu'une pierre, c'est notre sang. Et le sang appelle le sang. Avec l'aide d'Henri, nous infiltrâmes le bureau de Duval lors d'une nuit d'orage, le tonnerre masquant nos pas sur le parquet ciré. Paris dormait, ses lumières clignotant comme des yeux mi-clos, tandis que nous crochetetons la serrure, un art que j'avais appris dans des rêves fiévreux de ma vie brisée. À l'intérieur, l'air était étouffant, imprégné d'encre et de cupidité, dossiers empilés comme des tombes, un ordinateur ronronnant dans l'ombre. Henri brancha un dongle pirate, téléchargeant des térabytes de corruption, tandis que je glissais dans le système un fichier piégé, un mail anonyme envoyé de l'adresse de Duval à un compte offshore, détaillant des transferts fictifs. C'est fait, souffla Henri, essuyant la sueur de son front. Maintenant, on lâche les chiens. La journaliste, Sophie Laurent de Libération, mordit à l'hameçon lors d'un déjeuner au Procope, le plus ancien café de Paris, où Voltaire avait jadis affûté sa plume acerbe. Femme élancée aux cheveux courts teints en roux flamboyant, elle dégustait une salade niçoise avec l'appétit d'une louve. Un notaire véreux, un frère parricide ? C'est du Balzac revisité pour le XXIe siècle, s'exclama-t-elle, ses yeux pétillants derrière des lunettes à monture épaisse. Mais j'ai besoin de plus que des rumeurs. Prouvez-le. Je lui passai le dossier anonymisé, bien sûr, et elle promit, ça sortira en une. Et ça fera trembler les piliers de la République. Les premiers craquements apparurent une semaine plus tard. Un article d'une demi-page dans l'IB, corruption au cœur de l'héritage normand, le notaire Duval impliqué dans un scandale fiscal. Lucien m'appela en furie, sa voix un hurlement étouffé dans le combiné, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Duval panique, il veut annuler notre deal. Je feignis l'innocence, lové dans des draps froissés qui sentaient encore son parfum musqué. Je ne sais pas, mon amour. Peut-être que le karma existe, après tout. Il raccrocha, et je ris un rire pur, libérateur, qui fit s'envoler les pigeons de mon balcon. Mais la tension montait, un étau invisible se resserrant autour de nos gorges. Claire commença à avoir des cauchemars, se réveillant en sueur, criant au feu, dans la nuit. Moi ? Je dormais peu, hanté par des visions de papa, son visage spectral me suppliant, pas de haine, Héloïse. La famille. Famille ? Lucien l'avait trahi, nous avait trahis. Pourtant, une fissure en moi grandissait, et si ma vengeance me consumait plus que les flammes ne l'avaient fait ? Je chassais la pensée, me concentrant sur le prochain coup, et exposais la bâtardise de Lucien, non par un scandale public,
mais par un murmure empoisonné à sa maîtresse, qui le quitterait en hurlant, ruinant sa façade d'homme respectable. La séduction s'aiguisait en lame. Lors d'un week-end au manoir Ironie du sort, Lucien m'y avait invité pour sceller notre union. Je glissai la lettre de papa dans sa table de nuit, annotée d'une note, lit et pleurs, imposteur. Il la trouva le matin, son visage blême comme la craie normande sous le soleil pâle. Qu'est-ce que c'est que ça, siffla-t-il, me plaquant contre le mur lambrissé du grand salon, où les portraits ancestraux nous toisaient de leurs yeux peints. Une blague de Claire? Je secouai la tête, mes larmes feintes coulant comme du vin versé. Non, Lucien. La vérité. Papa savait. Et maintenant, moi aussi. Il me frappa un revers sec qui fit éclater ma lèvre, du sang salé sur ma langue. Salope, cracha-t-il, avant de s'effondrer, brisé. Je le laissai là, ramassant discrètement un cheveu de sa brosse pour un test ADN futur. Dehors, les vagues de la Manche se brisaient sur les falaises, un rugissement primal qui faisait écho à ma fureur. Claire m'attendait en bas, dans la chapelle familiale, priant devant l'autel où maman reposait en effigie de marbre. Il a craqué, lui dis-je. Bientôt, il s'effondrera pour de bon. Mais alors que nous rentrions à Paris en train, un appel d'Henri Duval a flairé le coup. Il annule tout, et Lucien prépare un contre-coup. Méfiez-vous. La nuit tomba sur les champs normands, et avec elle, le doute, allais-je gagner, ou périr à nouveau dans les flammes de ma propre haine? Le contre-coup de Lucien frappa comme une tempête atlantique, violente et imprévisible, balayant les illusions que j'avais tissées avec tant de soin. Il commença par Claire, une nuit de novembre, alors que la brume automnale enveloppait Paris d'un linceul humide, elle m'appela en larmes depuis l'hôpital Cochin. Héloïse. Il m'a drogué. J'étais à une soirée qu'il m'avait forcé à organiser, et il y avait un homme. Ils disent que c'était consenti, mais je ne me souviens de rien. Sa voix, brisée en sanglots, me transperça comme une lame rouillée. Lucien, le monstre, avait monté une scène sordide, un viol simulé, filmé en cachette, pour la discréditer aux yeux de la famille et des autorités, ou une arme classique dans l'arsenal des puissants français, où le scandale sexuel enterre les vérités plus profondes. Je fonçai à l'hôpital, mes pneus crissant sur les pavés glissants du boulevard Saint-Germain, la pluie martelant le pare-brise comme des accusations divines. Claire gisait dans un lit blanc aseptisé, des bleus fleurissant sur ses bras pâles, ses yeux vitreux fixant le plafond comme si le monde s'était effondré. Il voulait me briser, murmura-t-elle quand je la serrai contre moi, sentant son cœur battre comme un oiseau captif. Pour que je signe, pour que je disparaisse. La rage me submergea, un volcan en éruption, et je jurai sur son front moite, il paiera 10 fois. Nous le noierons dans sa propre boue. Sophie Laurent, alertée par mon appel frénétique, débarqua le lendemain avec un magnétophone et un regard d'acier. C'est du me-tout à la française, déclara-t-elle, notant frénétiquement tandis que Claire, sous sédatif, balbutiait les détails. Mais il faut du concret. Les vidéos? Les témoins. Henri, fidèle limier, avait déjà piraté le cloud de Lucien, des fichiers cryptés, des rushs granuleux montrant non pas un viol, mais une mise en scène l'homme, un gigolo payé, riant hors champ avec mon frère. Assez pour l'enterrer, grogna Henri lors de notre réunion clandestine dans un bar à absinthe du quartier latin, où l'air vert de grisé masquait nos complots. Mais attention, Lucien a des amis haut placés. Un juge au palais de justice, un préfet qui lui doit des faveurs. La décision controversée qui suivit me hanta des nuits entières, diffuser les vidéos anonymement sur le dark web, pas pour humilier publiquement un nom, ce serait trop propre, mais pour les laisser circuler comme un virus dans les cercles fermés des élites parisiennes, ces salons feutrés où les réputations se font et se défont sur un murmure. Claire s'y opposa violemment, encore alitée, son visage tordu de douleur, c'est ma vie que tu exposes. Et si ça me suit pour toujours? Ces mots étaient un miroir de ma propre âme fracturée, j'avais déjà vendu mon corps à Lucien pour la cause, et maintenant, je vendais l'innocence de ma sœur. C'est le prix de la survie, répliquai-je, ma voix un fil tendu prêt à rompre. Ou préfères-tu qu'il nous brûle vive à nouveau? Elle se tut, vaincue, et j'appuyai sur renvoyer, sentant une partie de moi s'effriter dans le cyberespace. Les murmures se propagèrent comme une traînée de poudre dans la poudrière qu'est la société française, d'abord un chuchotement chez LVMH, où Lucien courtisait des investisseurs, puis un article voilé dans le Canard enchaîné, ce torchon satirique qui écorne les puissants sans pitié. L'avocat de l'héritage normand, un playboy aux méthodes. Cavalière, titrait-on, avec une caricature de Lucien en Casanova borgne. Il déboula chez moi ce soir-là, ivre de fureur,
fracassant une lampe art déco contre le mur. C'est toi, hein? Toi et ta salope de sœur, hurla-t-il, son visage congestionné, veines saillantes comme des cordes d'arc. Je ne reculais pas, au contraire, je m'avançais, mon corps encore marqué de ces étreintes passées, et murmurais, prouve-le, frère. Ou assume. Il me gifla à nouveau, plus fort, et je goûtais le sang, chaud et métallique. Mais cette fois, j'avais un micro caché dans mon collier, un bijou hérité de maman que j'avais transformé en arme. Tu avoues tout, Lucien. Le viol, le testament, le poison. Il rit, un ricanement hystérique, et cracha, papa méritait de crever. Il m'a volé ma vie, ce menteur. Je suis le vrai héritier, pas vous, les bâtards légitimes. Ces mots, gravés dans l'enregistrement, étaient la cerise sur le gâteau empoisonné. Il partit en claquant la porte, et je m'effondrai, vomissant dans l'évier, les murs de mon appartement résonnant d'un silence assourdissant. Henri nous convoqua le lendemain dans son bureau miteux de Belleville, un antre encombré de dossiers jaunis et de bouteilles vides. Duval craque. Il a avoué le faux testament sous pression au un flic ami qu'il a interrogé off the record. Mais Lucien? Il contre-attaque, il porte plainte pour diffamation contre Claire, et menace de révéler tes liaison avec moi comme un chantage incestueux. Le mot incestueux me frappa comme un coup de fouet, en France, où l'hypocrisie sexuelle règne en maître, un tel scandale nous enterrerait vivantes. Sophie, présente via visioconférence depuis son bureau enfumé, intervint, on publie tout. L'article complet, avec les preuves. C'est du journalisme d'intérêt public. Claire, palme et résolue, hocha la tête depuis son lit d'hôpital. Fais-le. Pour papa. L'article sortit 3 jours plus tard, une bombe à fragmentation, trahison fraternelle, meurtre, faux et inceste dans une saga normande. Les titres hurlaient dans le monde, France Inter en parlait au matinal, et les réseaux sociaux ce cirque moderne explosait en hashtag meurtre Montfort. Lucien fut arrêté à l'aube, menottes au poignet, sa photo en première page, cheveux en désordre, regard hanté, traîné hors de son appartement haussmannien par des flics impassibles. Je le vis au parloir de la santé, une semaine plus tard, séparé par une vitre blindée qui déformait son visage en grimace pathétique. Héloïse. Pitié. C'était pour nous venger de son mensonge. Il m'a rejeté, supplia-t-il, sa voix nasillarde à travers l'interphone. Je le fixais, mes yeux froids comme la Manche en hiver. Ton mensonge à toi t'a condamné. Adieu, frère. Point. Je raccrochai, et pour la première fois depuis ma résurrection, je sentis un poids s'alléger mais pas la paix. La paix est pour les saints, moi, j'étais une revenante, et les fantômes ne dorment jamais. Pourtant, la tension culminait. Duval, en liberté conditionnelle, jurait vengeance, et des ombres anonymes des spires de Lucien rôdaient autour de notre appartement. Claire guérit lentement, mais les cicatrices psychologiques saignaient encore. Et maintenant, me demanda-t-elle un soir, alors que nous sirotions du vin de Bordeaux sur le balcon, les lumières de la tour Eiffel scintillant au loin comme un phare moqueur. Le manoir est à nous. Mais à quel prix? Je n'avais pas de réponse, seulement la certitude que le climax approchait, un crescendo wagnérien où tout basculerait. Le climax se déploya comme un opéra tragique au cœur de l'hiver parisien, quand la neige rare saupoudrait les toits haussmanniens d'un voile illusoire de pureté, masquant la pourriture en dessous. Lucien, libéré sous caution grâce à ses connexions restantes à la France, où l'argent achète même la liberté, orchestra son dernier assaut, une convocation familiale au manoir de Bellevue, sous prétexte de réconciliation avant le procès. Viens, Héloïse. Pour Claire. Pour enterrer la hache, avait-il susurré au téléphone, sa voix mielleuse comme du miel empoisonné. Je savais ce que c'était, un piège, un écho pervers de la nuit fatidique, avec des flammes prêtes à danser à nouveau dans les cheminées gothiques. Claire refusa d'y aller, terrifiée, ses nuits hantées par des visions de feu et de mains gantées. C'est un suicide, plaida-t-elle, levée sur le canapé de notre appartement partagé, un plaid sur les genoux comme un bouclier dérisoire. Laisse la justice faire. Mais la justice française est lente, un escargot repu de formalité, et je ne pouvais attendre pas avec les visions de ma mort qui me réveillaient en sueur, le goût de fumée encore sur la langue. C'est mon combat, répondis-je, caressant ses cheveux. Toi, reste avec Henri. Il veillera. La décision était controversée jusqu'à l'os, affronter Lucien seul, sans filet, dans le berceau de notre trahison, risquant tout pour un face-à-face cathartique. Sophie me mit en garde, c'est du roman noir,
pas de la vie réelle. Prends un avocat. Mais les avocats parlent, les fantômes agissent. Le voyage en Normandie fut un calvaire, le TGV filant à travers des champs gelés, la Manche rugissant au loin comme une bête affamée. Le manoir se dressa devant moi au crépuscule, ses tourelles perçant un ciel d'ardoise, les fenêtres comme des yeux aveugles. Lucien m'accueillit sur le perron, élégant en tweed Burberry, un verre de Calvados à la main. « Bienvenue chez toi, sœur, dit-il avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. À l'intérieur, le grand salon craquait sous le poids des ans, cheminée ronflante, portraits ancestraux toisant notre duel, et Duval en spectateur nerveux, suant dans un fauteuil club, un contrat froissé sur les genoux. Sinon la paix, proposa Lucien, poussant vers moi un document ou une renonciation mutuelle, piégé de clauses qui me dépouilleraient du manoir. Je ris, un son cristallin qui fit tressaillir les flammes. La paix? Après le poison, le feu, le viol? Non, Lucien. C'est l'heure des comptes. Je sortis la lettre de papa, la test ADN confirmée par un labo discret, et la jetai sur la table comme une grenade. Lis ton arrêt de mort. Tu n'es rien ici. Un imposteur. Son visage se décomposa, passant du blanc au rouge, et il bondit, renversant le calvados en une flaque ambrée. Mentira. Papa m'aimait, hurla-t-il, mais Duval, sentant le vent tourner, balbutia, c'est vrai. J'ai falsifié pour lui couvrir les dettes de jeu. Il n'est pas un de mon fort. Le notaire, brisé, avoua tout, les paris compulsifs de Lucien, les emprunts usuraires, le meurtre de papa pour effacer les traces. J'ai injecté le digitaline moi-même, gémit-il, s'effondrant en larmes. Pour un pourcentage. Lucien, fou de rage, attrapa un tisonnier de la cheminée, ses yeux luisants comme des braises. Vous crèverez toutes les deux, comme avant. Il chargea, le fer sifflant dans l'air, et je roulai de côté, le cou s'abattant sur un fauteuil qui crépita sous l'impact. Nous luttâmes un corps à accent grave corps primal, ses ongles labourant mon bras, mon genou s'enfonçant dans son ventre. Pour papa, criai-je, le plaquant au sol, mes mains autour de sa gorge, serrant jusqu'à ce que ses yeux roulent. Duval tenta de fuir, mais Henri, mon ange gardien, arrivé en renfort silencieux, le ceintura à la porte. La police surgit peu après, alertée par le traceur GPS que j'avais glissé dans mon sac. Lucien fut emmené, menotté et hurlant des malédictions, tandis que les flammes de la cheminée dansaient une sarabande moqueuse. Duval coopta, signant des aveux qui scelleraient leur sort. Dehors, la neige tombait enfin, apaisant les falaises tourmentées. J'avais gagné ou du moins, telle fut mon illusion. Mais le vrai twist guettait dans l'ombre, comme un Deus ex machina cruel à la Corneille. Au commissariat de Caen, alors que je signais ma déposition, un inspecteur aux yeux froids, un certain Lefebvre, me prit à part. « Mademoiselle de Montfort, il y a une chose que vous ignorez. Votre père n'était pas empoisonné par Lucien seul. C'était un suicide assisté. Il était ruiné, malade d'un cancer inopérable, et il a demandé à votre frère de l'aider. Le meurtre était un pacte. Le monde s'effondra. Papa, mon phare, s'était sacrifié. Et Lucien, mon bourreau, n'était qu'un exécutant brisé par le secret. Les pièces s'emboîtaient, les dettes étaient des factures médicales cachées, le testament un mensonge pour protéger Claire et moi de la vérité dévastatrice. J'avais vengé un fantôme, détruisant un homme qui, dans sa folie, croyait agir par amour filial tordu. Claire, informée par appel, pleura des heures, on a tué notre frère pour rien. Non, pas pour rien, pour la douleur qu'il nous avait infligée, réelle ou non. Mais la victoire avait un goût de cendre. Paris m'accueillait en héroïne brisée, les médias chantant mes louanges comme une Jeanne d'Arc laïque. Le manoir fut rendu, rénové en musée familial sous notre garde. Pourtant, dans les nuits solitaires, je fixais la scène depuis mon balcon, me demandant si la résurrection valait ce gouffre moral. Le twist final me frappa comme une lame dans le dos, non pas physique, mais existentiel. Un rappel que la vengeance, en France, est un vin qui tourne au vinaigre, âpre et indigestible. Lefebvre, l'inspecteur, m'avait tendu un dossier scellé lors de notre entrevue au commissariat, des lettres de papa, écrites dans l'agonie de son cancer, adressées à Lucien. Mon fils, même si le sang ne coule pas de la même veine, aide-moi à partir dignement. Protège tes sœurs de la honte de ma faiblesse. Lucien avait obéi, mais la cupidité l'avait corrompu, transformant un acte de miséricorde en parricide vorace. Et moi? J'avais accéléré sa chute, ignorant que le vrai coupable était le destin lui-même,
ce farceur cruel qui tisse nos fils avec des aiguilles empoisonnées. Claire et moi héritâmes du manoir, un fardeau plutôt qu'un trésor, ces murs suintants de souvenirs aigres, ces caves abritant encore les ombres des non-dits. Nous y installâmes un atelier pour elle photographie, son nouveau refuge où est pour moi, une galerie d'art où j'exposais mes toiles sombres, imprégnées de flammes et de trahison. Paris, indifférente, continuait sa valse, les Fashion Weeks défilant leurs mannequins émaciés comme des spectres, les cafés bruissants de potins éphémères. Sophie devint une amie, son article primé au prix Albert Londres, un baume sur nos plaies médiatiques. Henri? Il disparut dans l'ombre, un mercenaire repu, me laissant une bouteille de pastis avec un clin d'œil, la prochaine fois, laissez les morts reposer. Lucien fut condamné à 20 ans pour fraude, tentative de meurtre et complicité d'homicide, un verdict expéditif, teinté de l'hypocrisie judiciaire française où les riches négocient des peines légères. Je le revis une dernière fois au parloir, séparé par la vitre qui nous rendait humains en caricature. Tu as gagné, Héloïse, dit-il, sa voix rauque, vieillie de 10 ans en quelques mois. Mais papa te haïrait pour ça. Ces mots me transpercèrent, et pour la première fois, je pleurai au nom de triomphe, mais de deuil pour la famille que nous n'avions jamais été. Peut-être, répondis-je. Mais toi, tu nous as haïs les premiers. La fin n'était ni heureuse ni tragique, mais ambivalente, comme un automne normand, doux et pourri à la fois. Claire Guéry trouva l'amour dans les bras d'un photographe sensible rencontré à une expo, et ensemble, elles repeignirent le manoir en couleurs vives, chassant les fantômes. Moi? Je restais la revenante, errant les rues de Paris la nuit, cherchant dans les reflets des vitrines un sens à ma seconde chance. Étais-je une justicière ou une monstre? Les deux, sans doute, ou une Antigone moderne, défiant les dieux pour un frère indigne. Un soir de printemps, alors que les cerisiers du Luxembourg fleurissaient en nuages roses, je brûlais les lettres de papa sur le balcon, les flammes dansant inoffensives dans un brasero. Repose en paix, murmurai-je à la nuit, sentant pour la première fois depuis ma mort un souffle de liberté. La vengeance m'avait ramené à la vie, mais le pardon tardif, amer me la rendait. Lucien pourrissait en cellule, Duval en exil fiscal sur la côte d'Azur, et nous? Nous vivions, imparfaites, dans l'ombre bienveillante de Bellevue. Paris, ma complice éternelle, cligna des yeux sous les étoiles, et je souris enfin, les résultats les avaient détruits, oui mais nous renaissions des cendres.